Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir renouvelé d'être en face de vous en ce vendredi 10 février 2023. Je dis merci à tous ceux qui aiment notre philosophie qui consiste à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Je dis merci à tous ceux qui aiment le festin intellectuel. Merci d'être encore en ce jour en train de suivre ce direct. Et nous avons quelques sujets à vous présenter, des sujets extrêmement simples qui ne nécessitent pas assez de commentaires. Et à la suite, vous aurez donc les avis de Sundiata sur quelques sujets. Et donc, le premier sujet a pour titre « Le député Fofana Amaral répond au PPACI ». Suite aux différentes sorties publiques des dirigeants du PPACI à Abidjan et à l'intérieur du pays, Fofana Amaral, député RHDP de Daloa commune et sous-préfecture, a réagi à travers une déclaration. Nous avons suivi, l'air quelque peu amusé, les dernières déclarations des dirigeants du PPACI lors de leur sortie à Daloa, à Port-Boué, à Yopougon, etc. L'un des constats particulièrement décevants que nous faisons à la lecture des propos du fondateur de ce parti, Laurent Gbagbo, et du porte-parole Kone Katina, c'est leur propension à trouver des justificatifs à leur gestion approximative, voire chaotique, des affaires de l'État lorsqu'ils étaient au pouvoir. Surtout, cette logique maladroite de se mettre dans la peau d'éternelles victimes qui n'auraient pas pu travailler à cause des, entre guillemets, rebelles venus couper le pays en deux. Cet argument est devenu pratiquement un hymne pour la couverture de leurs incapacités, de leur médiocrité à gérer un État. Et pourtant, nul n'ignore qu'un leader, un vrai, n'est pas celui qui se plaint à longueur de journée et accuse constamment les autres d'être la cause de son mal ou de sa chute. Un vrai leader est celui qui trouve plutôt toujours des ressources nécessaires, se forge pour sortir des difficultés et rester debout malgré les attaques. En 2013, soit 2 années après l'arrivée au pouvoir du président de la République, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, en ses 4 points cardinaux, a fait face à une multitude d'attaques. De nombreux sites sensibles du pays, dont les commissariats de police, des camps militaires, l'école de police d'Abidjan, etc., ont fait l'objet d'attaques par des assaillants. Des gens parfois lourdement armés, dont certains ont disparu dans la nature avec des armes volées. Les Ivoiriens s'en souviennent encore. En 2012 et 2013, les assaillants ont fait régner la terreur en Côte d'Ivoire. Mais avec finesse, diplomatie, parfois anticipation, rigueur et fermeté, le président Alassane Ouattara et son gouvernement ont su annihiler tous les assauts et maîtriser les assaillants définitivement. C'est cela la bonne gestion d'un État. C'est ça que l'on appelle avoir un leader à la tête d'une équipe, d'un État. Ces vertus ont manqué de manière criarde à Laurent Gbagbo et aux membres de son équipe. Et ces valeurs leur font défaut jusque-là. Si Laurent Gbagbo et ses camarades avaient eu ces valeurs, il n'y aurait pas existé la célèbre et amusante phrase « On voit le dos du nageur ». Il se serait plutôt rendu au bord de la piscine ou de la rivière pour repêcher ce nageur entre guillemets et le mettre hors d'état de nuire. Et non rester dans les bureaux à Abidjan, construire des phrases hilarantes, à n'en point finir pour amuser le monde. Ce soi-disant nageur n'est-il pas la rébellion, accusée par eux aujourd'hui d'être la cause de tous les maux du défunt régime de la refondation? Des dirigeants conscients de leurs erreurs et de leurs insuffisances n'auraient pas continué de pleurnicher. Ils auraient reconnu en premier leurs incompétences, leur amateurisme de leur gestion et ensuite
aurait recherché l'expertise pour une gestion efficace des affaires de l'État. Y a-t-il un pays sous les tropiques dans lequel il n'existe pas de velléité de coup d'État? Pas du tout. Sinon, ils sont rares. Ce qui compte, c'est comment les dirigeants parviennent à maintenir la paix, la stabilité et la sécurité dans le pays. C'est tout. Tout le reste relève des discours creux propres aux amateurs. Laurent Gbagbo et ses camarades du PPACI devraient donc rechercher d'autres arguments plus crédibles à servir à leurs partisans. Pas ce qu'ils servent en ce moment. C'est un article tiré d'Afrique sur 7 pour ceux qui souhaiteraient vérifier. Effectivement, la marque des personnes lamentables, la marque des personnes médiocres, c'est de toujours trouver des arguments pour se justifier. Tout au moins, en plus de ce que le député vient de dire, Laurent Gbagbo peut nous faire au moins le bilan de la gestion de la partie soi-disant utile du pays qu'il avait sous contrôle. Il avait la partie sud du pays sous contrôle, qu'il vient nous faire le bilan. Combien d'universités a-t-il construit? Combien de centimètres de route a-t-il pu réaliser? Combien de projets a-t-il pu finaliser? À part disséminer à travers cette zone les mercenaires libériens, les mercenaires du Lima FS, les mercenaires du FLGO, les mercenaires du Milosi, les mercenaires de tout Akabi, le GPP, et encourager Blé Goudé à massacrer les populations, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a pu servir aux Ivoiriens durant toutes ces années de gestion? Que la catastrophe, les ruines et les larmes. Et c'est en cela que les Ivoiriens, ceux qui sont encore conscients et qui connaissent la valeur de la paix parce qu'ils ont connu la guerre, devraient se ressaisir et comprendre que la paix n'est pas un privilège destiné à une partie de la population. C'est tous les Ivoiriens qui gagnent lorsqu'il y a la paix. Et c'est tous les Ivoiriens aussi qui perdent lorsqu'il n'y a pas la paix. Et quand on sort de la violente guerre que Laurent Gbagbo avait imposée injustement à la Côte d'Ivoire, je crois qu'on doit prendre conscience et se corriger de nos erreurs du passé pour ne plus répéter les mêmes calamités. Celui qui ne tire pas profit de son passé va toujours subir les dangers et à n'en point finir. Cela nous fait passer donc au sujet numéro 2. Danane, une mystérieuse société veut acheter 6000 hectares de terre. Dans moins de 2 décennies, la Côte d'Ivoire ne sera plus un pays forestier. Face à la situation de détresse, de la forêt ivoirienne, il n'est guère exagéré d'affirmer, vu que notre couvert forestier a considérablement diminué, exposant le pays à d'énormes dangers aux normes desquels sont des prédateurs d'un nouveau type. À Danane, une mystérieuse société américaine est soupçonnée de vouloir acheter à coups de millions 6000 hectares de terre. L'affaire fait des vagues dans le département de Danane. La seule rumeur suffit pour mettre déjà en conflit parents et enfants, résolus à s'offrir une vie de pacha dans laquelle le café au beurre sera servi au petit déjeuner. Dans cette partie nord-ouest du département de Danane, à partir de Dontro jusqu'au fin fond du canton Calais, les populations paysannes n'ont pas la bouche fine quand elles parlent de ces personnes qui seraient désormais leur porte d'entrée au paradis. À Dontro, à quelques 6 km de la ville de Danane, sur la route de la Guinée, le jeune Wonkato D en parle d'ailleurs avec beaucoup d'agitation. Vous ne reconnaîtrez pas Dontro. Bientôt, nous aurons des immeubles partout ici. On détruira tout le village pour bâtir
un plus beau. Notre avenir est déjà à portée de main. J'ai dit à papa qu'on vendra tout le patrimoine forestier, y compris le campement, pour une vie sans travaux champêtres ni piqûres d'insectes. Nous sommes vendredi 3 février 2023 quand nous prenons la route en direction du canton Calais, dans la sous-préfecture de Bon-Houillet. Nous atteignons Bantopleu aux environs de 20 heures. L'atmosphère y est pesante, du fait d'un homme alité dont l'état de santé fait retenir du souffle. Le chef Mende Beken nous reçoit en sa résidence. Il nous explique très rapidement. Des gens sont effectivement venus ici nous présenter un projet alléchant dans lequel leurs amis blancs prétendent acheter des portions de terre à plusieurs millions. Ils avaient avec eux un jeune homme de Guianoué. À la suite de l'entretien que nous avons eu avec eux, ils sont repartis, nous promettant de revenir aussitôt. Depuis, nous les attendons. Déa Bernard, chef du village de Dankwampleu, dans la sous-préfecture de Bon-Houillet, confirme la présence de tels individus, prétextant être en mesure d'acheter des portions de terre à coût de millions. Le dimanche 29 janvier 2023, nous avons reçu la visite d'un groupe de personnes disant représenter une société américaine en quête de 3000 hectares de forêt à acheter dans le département de Danané. Ils ont même séjourné ici, à Dankwampleu, pendant 3 jours. Au cours de ce séjour, ils nous ont présenté ce projet fascinant. Avec les populations, nous avons ensemble délimité 100 hectares de forêt. Ensuite, ils ont rebroussé chemin afin de rendre compte à leur hiérarchie. Une fois cela fait, l'équipe des Blancs reviendrait pour les formalités pratiques d'achat. Ils disent que le prix normal de l'hectare est de 120 millions de francs CFA, dont 90 millions revenant à l'État de Côte d'Ivoire, 3 millions de francs CFA aux géomètres et enfin 27 millions remis aux propriétaires terriens, a indiqué le chef Déa Bernard avant de souligner. Nous ne sommes pas les premiers. Ils ont commencé par Dantro, Kouanoulé, Gopouple, Bon-Houillet et Gbeta. Avant de prendre congé de nous, nous leur avons demandé de prendre langue avec les autorités administratives en ville. À Dankwampleu, le chef Déa Bernard reste convaincu d'une chose. Seule l'administration préfectorale pourra nous faire signer tout document relatif à cette affaire. C'est seulement sous sa coupole que les paysans seront en sécurité. Puis, l'homme nous tend les documents laissés par le nommé Kwame Abel, représentant de la dite société américaine. Nous lisons les entêtes et le contenu. Nous y trouvons un procès verbal du conseil de famille, une attestation villageoise et une convention entre le géomètre et les propriétaires terriens. Les dits documents sont à trous. Aucun nom, ni logo de société n'y figure. Mieux, la convention censée convaincre et rassurer d'un degré de sérieux comporte une faute flagrante. Au lieu de Danané, il est écrit Danae, c'est-à-dire D-A-N-A-E. Une fois à Danané, nous joignons Kwame Abel qui dit être en mission à Biankouma dans le même cadre. Il nous met en contact avec son adjoint, M. Félix G. Ce dernier explique: nous sommes une entreprise dénommée Segla Group SARL.
Nous opérons dans l'agro-industriel. Aussi faisons-nous tout ce qui est immobilier, BTP et des travaux lourds. Nous sommes à la phase d'une étude de faisabilité de toutes les villes. Danané a été retenu à cause de son port sec. Le présent projet vient de nos partenaires blancs qui sont à la recherche de dizaines de kilomètres de terres cultivables sur lesquelles seront bâties des usines de transformation. Toutes les denrées produites sur ces parcelles seront transformées dans des unités installées localement. Puis l'homme se veut persuasif. À terme, le projet couvrira quelques 6000 hectares de terre. L'hectare revient à 27 millions directement remis aux propriétaires terriens. Cela suite à un procès verbal de famille démontrant clairement que la parcelle proposée à la vente n'est pas litigieuse. À cette étape s'ajoute la délivrance d'une attestation par le chef de village. Les transactions financières se feront via la banque BCC. Notre organisation Segla Group SAR a localement ses 2 sièges à Danané et à Zouanien. Le siège social est à Abidjan au plateau d'Okui. Au niveau du ministère de l'Intérieur, nous sommes bel et bien enregistrés, donc reconnus. Dans le reste de son exposé, Félix G. brandit le nom du parrain de leurs actions. Le milliardaire Bill Gates est derrière tous les achats de terres. Il souhaite s'approprier la quasi-totalité des terres d'Afrique pour du business d'agro-industriel, a-t-il indiqué. Quant à la question de savoir le rôle des autorités administratives, notre interlocuteur rétorque. Ils entreront en danse bientôt, à la phase finale. Pour l'heure, ils sont informés de façon officieuse. Toute allégation que nie le corps préfectoral du département de Danané. Nous ne sommes informés de rien, s'est exclamé un sous-préfet joint au téléphone. C'est une correspondance de Sonny Wagonda. Mesdames et messieurs, cela nous ramène à la sempiternelle question de la paresse de l'homme noir. Et c'est ce qu'on a toujours dit, c'est déjà de l'arnaque. Malheureusement, les pauvres populations vont se faire arnaquer, signer des documents dont elles n'ont aucunement connaissance et demain être privées de leurs terres de façon injuste par des arnaqueurs et des personnes de peu de foi. Et comme vous l'avez vu dans l'article, eux-mêmes disent que si le projet était vrai, comment se fait-il qu'ils disent qu'ils sont dans le BTP, ils disent qu'ils sont dans l'agro-industrie, ils disent qu'ils ont des projets extrêmement lourds, mais aucune autorité en Côte d'Ivoire n'est informée, chers parents. Encore, les mêmes dans l'article disent qu'ils n'ont pas encore informé les autorités. Et ce qui veut dire que s'ils ont vraiment tous ces millions et ces milliards, parce que quand on les met ensemble, s'ils vendent l'hectare à 120 millions et qu'ils veulent 6000 hectares, c'est beaucoup de milliards, ils ne peuvent pas entrer dans le pays sans avoir informé les autorités. Or, tout porte à croire qu'ils n'ont pas, eux-mêmes, selon ce qu'ils disent, ils n'ont pas informé les autorités. C'est encore de l'arnaque. Troisième chose à retenir, sur le document, il y a déjà des fautes. On ne va pas rentrer dans beaucoup d'explications. Ça veut dire soit ils ne connaissent pas le terrain, donc ils ne connaissent même, savent même pas écrire dans l'année, ou bien soit dans la précipitation, ils sont en train de faire du faux. Et donc, ça doit interpeller. Mais ce qui est encore le plus triste dans l'affaire, c'est quand je vois des populations penser que à travers cette situation, leur vie changera. Votre vie ne changera pas. Vendre les terrains, les forêts ne changera pas votre vie. Vous serez encore plus misérable qu'auparavant. Sinon, déjà au Cameroun, les Chinois payent des millions d'hectares de terre, mais la vie des Camerounais n'a pas changé. Ne répétons pas les mauvais exemples.
soyons conscients de nous-mêmes, soyons conscients des enjeux du monde. Pourquoi on va vendre nos terres et demain venir commander à manger sur nos propres terres? Je crois que l'expérience ivoirienne l'a suffisamment démontré. Mais ce que j'aimerais surtout dire, c'est Laurent Gbagbo qui dit que ce sont les populations, à cause de sa xénophobie, de sa haine, qui trouvent que ce sont les populations du nord de la Côte d'Ivoire et quelques Burkinabés et Maliens qui viennent s'accaparer des terres. Je trouve que le PPACI devrait s'engager dans ce combat-là pour dénoncer activement ceux qui sont derrière cette manœuvre lugubre. Je crois que là, on verrait la bonne foi de ce parti qui n'en a aucune. Mais au moins, cette situation déjà, il faut la dénoncer. Et si le PPACI est sérieux dans sa posture, en tant que parti politique, il doit s'ajouter à nous pour convaincre les parents de l'Ouest de ne pas vendre de la terre à ces personnes qui prétendent travailler avec Bill Gates, ce qui n'est même pas vérifié et vérifiable, ce qui est faux. Mais quel est le plan de ces personnes? Je ne saurais vous le dire pour l'instant, mais une chose est sûre, si les populations persistaient à aller dans ce chemin-là, elles seraient les premières à perdre et à perdre grandement et gravement. Et donc, ce que nous venons de dire, cette société qui prétendrait être là au service des populations, qui s'appelle SEGLA, groupe S, SAR, Société à revenu limité, est carrément dans du faux, est carrément dans l'arnaque, est carrément dans une situation de faire du mal à nos populations de l'Ouest. Il faut déjà que les cadres de l'Ouest, il faut déjà que les personnes qui ont de la voix puissent se lever. On a tout récemment vu un autre jeune Camerounais qui, me dit-on, résiderait en Côte d'Ivoire, se permettre même de faire des tours en Côte d'Ivoire pour essayer de s'immiscer dans des histoires de terre en Côte d'Ivoire. Je crois que nous, les autres Ivoiriens, on doit avoir un peu de dignité. On doit avoir un peu de retenue. Et on doit savoir qu'on ne cite pas le nom de toutes les parties de notre propre corps. Si tu veux citer le nom de toutes les parties de ton corps, tu finis par t'insulter toi-même. Et c'est ce comportement que nous autres Ivoiriens adoptons aujourd'hui. On permet à n'importe qui de s'immiscer dans nos problèmes, dans les problèmes politiques ivoiriens, dans les problèmes politiques, dans les problèmes de terre ivoiriens, dans les problèmes d'héritage ivoirien, dans les problèmes personnels ivoiriens. C'est devenu récurrent, comme s'il n'y avait pas de problème au Cameroun, comme si les Chinois n'avaient pas payé des millions d'hectares au Cameroun. Aujourd'hui, on laisse des gens qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève s'incruster dans les problèmes ivoiriens et on pense faire du mal au pouvoir. Aucunement. Aucunement. À la fin de la journée, chers parents, retenez ceci. Lorsque un gouvernement vous commande, c'est la force la plus puissante. Le gouvernement ou un pouvoir qui est en place, c'est comme le soleil. Que tu le veuilles ou pas, c'est son temps et c'est lui qui brille et donc qui s'impose. Passer par des chemins détournés pour penser salir le gouvernement, je crois que l'opposition ivoirienne en a fait suffisamment et ça n'a jamais marché. De là, aller manipuler des villageois de Bingerville pour qu'un Camerounais vienne s'immiscer dans des problèmes ivoiriens et use de la malhonnêteté pour salir le gouvernement ivoirien. J'accuse les populations qui se sont prêtées à ce jeu-là par haine, mais j'accuse aussi le gouvernement qui restera laxiste et qui ne fera rien. Sinon, ce Camerounais-là doit être expulsé de la Côte d'Ivoire. Et ces Camerounais, on doit leur montrer leur place. Nous sommes un pays de fraternité, d'hospitalité, mais nous ne sommes pas un pays de désordre. Nous ne sommes pas un pays qui s'immisce dans les problèmes du Cameroun ou de d'autres pays africains. Et nous exigeons donc le respect. Nous exigeons aussi la réciprocité. La réciprocité lorsque de telles malversations, de telles mauvaises actions sont en cours. Et c'est en cela que nous disons tous les jours, éduquer la masse, éduquer nos populations va demeurer l'arme la plus efficace.
pour essayer d'apporter de la visibilité mentale à nos populations et aussi faciliter la tâche même au gouvernement lui-même. Sujet numéro 3. Félix Houphouët-Boigny honoré chez lui. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a été institué en 1989 par l'UNESCO pour honorer les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité, ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'UNESCO. Il comprend un chèque de 122 000 €, soit un peu plus de 79 millions de francs CFA, une médaille d'or et un diplôme, et est décerné chaque année par un jury international composé de 11 personnalités originaires des 5 continents et présidé à l'origine par Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, et aujourd'hui par le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix. Depuis sa création, le prix était décerné au siège de l'UNESCO à Paris et les autorités ivoiriennes s'y déplaçaient à chaque fois pour sa remise. Lorsque M. Bédié était le président de la République de Côte d'Ivoire, j'eus l'occasion d'aller couvrir la remise de ce prix à Paris. Nous étions si nombreux à avoir fait le déplacement que l'avion présidentiel fit plusieurs rotations et nous occupâmes pratiquement tout un grand hôtel de Paris. Cette année marquera le 30e anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny. Et pour la seconde fois, le prix a été décerné dans son village à Yamoussoukro, là où le directeur général de l'UNESCO d'alors, M. Frédérico Mayor, annonça sa création. Durant la journée d'hier, c'est-à-dire le 8 février 2023, les regards d'une bonne partie du monde étaient tournés vers la ville de Yamoussoukro. La lauréate de ce prix était Mme Angela Merkel, ancienne chancelière d'Allemagne, et elle a reçu son prix en présence de plusieurs chefs d'État et autres personnalités africaines. Pour l'occasion, la ville de Yamoussoukro avait fait sa toilette des grands jours et s'était mise sur son 30e, du moins pour le peu que je pus voir. Les hôtels et maquis, de leur côté, avaient tous affiché complet. Il vaut mieux que ce prix, créé à Yamoussoukro, emplisse les hôtels et restaurants de Yamoussoukro plutôt que ceux de Paris, malgré mon affection pour cette ville. C'est dommage qu'en 30 ans, nous n'ayons pas pu trouver le temps ou les moyens de construire un musée ou tout autre monument dans cette ville où Félix Houphouët-Boigny est né et est enterré. Houphouët-Boigny, l'homme qui mit fin au travail forcé, l'homme qui créa le Rassemblement démocratique africain, l'homme qui conduisit la lutte pour l'émancipation de notre continent, celui-là même qui obtint l'indépendance de notre pays et le dirigea pendant 33 ans en faisant le pays de référence dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment dommage que nous ne soyons pas donné les moyens de lui rendre hommage, l'hommage qu'il mérite. Au temps de Laurent Gbagbo, il avait été question de transformer sa résidence en musée et j'avais eu l'honneur de faire partie de l'équipe qui devait y travailler. Mais pour des raisons que j'ignore, le projet s'est arrêté en plein vol. J'ai pu ainsi visiter plusieurs fois cette résidence et voir là la très modeste chambre de Félix Houphouët-Boigny où se trouvait encore, entre autres, son dernier savon, sa brosse à dents, son peigne, ses pantoufles, quelques-uns de ses costumes et sur un meuble, la photo de sa sœur Mamie Fété. Une fois la fête terminée,
tous les invités partiront. Et Yamoussoukro retrouvera son train-train quotidien. Restera-t-elle propre? C'est un pari qui a toutes les chances d'être perdu d'avance. Mais nous, Ivoiriens et singulièrement ceux de Yamoussoukro, devrions nous battre pour que la remise du prix Félix Houphouët-Boigny soit définitivement domiciliée à Yamoussoukro. Pour la mémoire d'Houphouët-Boigny, pour le rayonnement de son village, pour son développement. C'est nous qui n'avons pas encore compris qu'un grand musée dédié à Houphouët-Boigny à Yamoussoukro pourrait être une source très importante de revenus pour cette ville. Et dans la foulée, bien qu'il n'y ait aucun rapport entre les deux sujets, qu'attendons-nous pour domicilier le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en Côte d'Ivoire, comme le souhaite d'ailleurs le président de l'Association des écrivains de langue française, initiatrice de ce prix. Il y a 10 ans, à l'occasion du 20e anniversaire du décès de notre premier président, Fraternité Matin, que je dirigeais alors, avait organisé une grande exposition photo sur Félix Houphouët-Boigny à la Fondation pour la recherche de la paix. Le chef de l'État Alassane Ouattara avait abrégé un séjour en France pour venir inaugurer cette exposition. De nombreuses personnes avaient fait le déplacement de Yamoussoukro pour venir la voir. Pour ce 30e anniversaire, pourquoi ne pas organiser une nouvelle exposition des œuvres du Père de la Nation, doublée des œuvres de celui qui est en train de reconstruire la Côte d'Ivoire dans la continuité de Félix Houphouët-Boigny. C'était un article de notre père Venance Kona. Et effectivement, sous Alassane Ouattara, il faut le reconnaître, la Côte d'Ivoire a retrouvé toute sa noblesse. Imaginez-vous qu'à cause du charisme et de la puissance diplomatique du président Ouattara, aujourd'hui, il arrive comme un aimant à attirer toutes les grandes personnalités en Côte d'Ivoire. Il arrive à mettre la Côte d'Ivoire au centre des intérêts, de sorte que tout le monde s'intéresse à la Côte d'Ivoire. Grâce au président Ouattara et à son influence diplomatique, toutes les grandes sommités de la planète Terre ne font que des va-et-vient et des grandes manifestations, des grandes cérémonies, comme ce qu'on a pu voir avec le prix Félix Houphouët-Boigny. Et aussi, bien avant cela, plusieurs grandes manifestations ont été organisées en Côte d'Ivoire. Cela remet donc le pays au centre même de l'actualité internationale, mais ça prouve aussi la puissance même des dirigeants actuels du pays. Et ça, c'est vraiment très important, parce qu'il ne peut pas qui le veut, mais qui le peut parce qu'il en a la capacité. Et c'est Alassane Ouattara qui peut faire de telles choses. Il faut l'en remercier. Mais c'est à nous, Ivoiriens, de maintenir le cap. C'est à nous, Ivoiriens, de copier les bons modèles. Autant il est facile pour nous de copier les mauvais modèles, de tomber dans la facilité. Il faut savoir qu'au moment où Bamako était en train de s'esclavagiser avec Sergueï Lavrov, le même jour, le même 8 février 2023, en recevant Sergueï Lavrov dans des conditions les plus minables, où Assimi même s'est fagoté dans son treillis. Je ne sais pas si c'était un gilet pare-balles ou bien si c'était peut-être un soutien-gorge qu'il avait porté, mais le ridicule pouvait tuer. Et donc, pendant que le Burkina, le Mali et autres pays tombent dans le ridicule, nous nous transformons en faiseurs de paix à l'international. Nous attirons la positivité sur la Côte d'Ivoire à travers la belle image que nous donnons pour dire que nous sommes au centre des intérêts de ce monde-là et que nous comptons et nous faisons et nous partons avec les partenaires les plus crédibles. C'est de cela qu'il est question. Et donc là où à Bamako, la médiocrité faisait sa propre promotion, il faut savoir que l'exception positive, la positivité était en train de dire aux Ivoiriens, vous êtes les meilleurs parce que vous avez fait le choix d'être avec toutes les institutions du monde. C'est ça la vraie réalité que les Africains devraient retenir. Mesdames et messieurs, pour ma part, nous avons complètement fini. Mais il y a Sundiata qui a certains sujets à développer, comme je vous le disais en début d'émission. Et donc, nous allons écouter Sundiata le concurrent. Et donc, après lui, on va donc fermer le direct pour ce 10 février 2023.
3. Bonjour à tous, comment vous allez? Alors aujourd'hui, je voudrais faire ma communication sur 2 points. Le premier point, c'est le transport urbain dans certaines villes. Il faut dire que dans plusieurs grandes villes du pays, notamment Korogo, Gagnoa, Man, Ferkesedougou, Bundiali, Kachola, Bontuku, Gagnoa, Abanguru, le transport urbain, il n'est pas du tout développé. Voilà, c'est-à-dire, si vous prenez les taxis communaux, il y a quelques villes où ce sont des vieux taxis communaux qui roulent. Et ces taxis communaux, beaucoup roulent au gaz. Ceci est d'abord un danger, ça c'est un. Mais vous prenez une grande ville comme Korogo, par exemple, les taxis communaux, ils sont en déclin en réalité. Avec le développement du transport, le ministre des Transports, il a fait des efforts à son niveau. On a vu qu'à Abidjan, il y a le renouvellement des taxis communaux. À Boaké, il y a Ivoire Taxi qui est arrivé là-bas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais nous avons souhaité vivement que les Ivoire Taxi arrivent également dans les villes de Korogo, Ferkesedougou, Gagnoa, Man, Bontuku, Abanguru, San Pedro, Kachola, Bundiali, Odiene également. C'est très important. Il est important de développer le transport dans les communes. Il faut développer le transport dans les communes parce que si vous arrivez dans une ville et qu'il est difficile de pouvoir rejoindre la maison ou bien se déplacer d'un point A à un autre point B, ça devient un peu compliqué. Et nous voulons que ce problème soit résolu. Nous voulons que solution soit trouvée à ce problème, de sorte que dans les années à venir, le déplacement soit très simple et plus facile dans beaucoup de nos grandes villes. Parce que jusque-là, dans beaucoup de grandes villes, c'est pas du tout facile de se déplacer d'un point A à un autre point B. Et les efforts qui ont été initiés par le gouvernement, nous saluons vivement et nous soutenons tous ces efforts, nous les reconnaissons. Mais nous souhaitons également que dans ces grandes villes en question, que des efforts soient faits pour améliorer le transport urbain ou le transport communal. C'est très important. Nous voulons les taxis communaux. Il est important vraiment d'agir dans ce sens. Parce que c'est un problème que nous constatons depuis plusieurs années. Et nous pensons qu'avec le développement en cours un peu partout en Côte d'Ivoire, il est vraiment très important de mettre un accent particulier sur les taxis communaux dans les villes de Korogo, Gagnoa, Bundiali, Ferkesedougou, Odiene, Kachola, Abanguru, San Pedro, Daloa et Bontuku. C'est très important. Nous vraiment souhaitons que quelque chose soit fait dans les mois à venir pour améliorer la situation. Ça, c'était le premier point. En ce qui concerne le deuxième point, il faut dire que c'est au niveau de l'éducation. Sinon, la formation, depuis les collèges, en passant au lycée jusqu'au supérieur. Alors aujourd'hui, il y a un problème qui est caché dans l'ombre que les gens ne voient pas assez. En réalité, dans les sciences, en mathématiques et en physique, il y a un manque de professeurs et d'enseignants depuis le collège en passant par le lycée jusqu'au supérieur. Les gens ont dû constater
qu'il y a de cela quelques mois, sinon quelques semaines, des docteurs étaient en train de manifester parce que tout simplement, ils demandaient à être intégrés à la fonction publique et qu'on leur disait qu'il n'y avait pas de place. Alors, en même temps, s'il est dit qu'il y a assez de docteurs non recrutés, d'abord, leurs chiffres avaient posé problème. Les gens avaient dit qu'ils étaient 3000, mais en réalité, ils ne sont pas 3000. Ils ne sont pas du tout 3000. Je peux vous assurer que c'est au plus 1500 docteurs. Mais en même temps, parmi les 1500 docteurs, vous serez très surpris de constater que dans les universités publiques et grandes écoles publiques, il y a des profils de docteurs en mathématiques et physique qui sont recherchés et qu'on ne retrouve pas du tout. Vous serez surpris de constater que oui, effectivement, parmi ces 1500 docteurs, il y a des profils qui sont recherchés et qui ne figurent pas dans la liste de ces 1500 docteurs. C'est une réalité. En mathématiques, en physique, il y a un réel problème d'enseignants-chercheurs au supérieur. Oui, il n'y en a pas. Il y a un problème. Et quand je dis en mathématiques et physique, les gens peuvent voir les disciplines comme si on est au collège ou bien on est au lycée. Non. Au supérieur, autour de la grande discipline mathématique, on peut retrouver facilement 20 spécialités. C'est-à-dire mathématiques, vous pouvez trouver des gens qui font la probabilité, statistiques, géométrie, analyse, ainsi de suite. Il y a plusieurs spécialités en mathématiques. On peut retrouver au moins 20 spécialités. En physique, là même, on peut retrouver jusqu'à 30. Physique, rien qu'en physique. On peut retrouver jusqu'à 30. Et croyez-moi, il y a des enseignants qui sont recherchés dans plusieurs spécialités comme ça, mais il n'y a pas de compétences. Voilà. Les profils recherchés, on ne retrouve pas. D'où vient ce problème? Il faut commencer depuis la base. D'abord même au collège. Il y a un manque de professeurs en mathématiques et en physique. Il n'y en a pas. Au lycée, c'est la même chose. Ce phénomène s'explique comment? Ce phénomène s'explique par le fait que aujourd'hui, plus personne ne veut réfléchir loin ou se fatiguer pour pouvoir créer quelque chose. Voilà le fond du problème. À la vérité, les gens ils se disent quoi? Je fais mathématiques ou bien physique, je vais aller réfléchir, je vais aller me fatiguer et vers la fin, quelqu'un qui fait haute discipline, nous avons le même salaire. Pourtant, moi qui fais physique ou bien maths, je souffre trop. Donc, on tire la conclusion, mais ça sert à quoi d'aller souffrir ou bien d'aller se fatiguer pour venir avoir le même revenu ou le même salaire que quelqu'un d'autre? Donc, les gens se disent, mais dans ce cas de figure, nous, on ne va plus se fatiguer pour faire les sciences. Donc, il n'y a plus d'engouement en réalité. Les gens ne sont plus motivés pour faire les sciences. Les gens ne veulent plus se fatiguer. Les gens ne veulent pas avoir à étudier longtemps. Bref, les gens, ils ne veulent plus s'emmerder, comme on l'a dit. Donc, pour cela, tout le monde préfère s'intéresser aux autres disciplines. Voilà, je ne dis pas que les autres disciplines, comme les lettres ou bien les autres disciplines, que les gens ne travaillent pas. Les gens travaillent, mais le constat a été fait que en maths et physique,
comme ça nécessite beaucoup plus de temps en termes de réflexion, les gens, ils veulent plus s'emmerder. Ou bien les gens trouvent que c'est difficile, donc on ne veut pas. Comme c'est difficile, on ne veut pas. Parce qu'au supérieur, même, vous pouvez constater déjà quand on dit les filières de maths physique en licence première année, déjà, à partir de la première année, quand les cours commencent, je vous assure, beaucoup démissionnent. Beaucoup d'étudiants démissionnent, d'autres démissionnent, d'autres abandonnent. Il y a 80 à 90%. À partir de la première année licence, d'ici même vous allez arriver en deuxième année, troisième année, déjà les 90%, ils ont déjà rebroussé le chemin. Hein. Les gens se cherchent comme on le dit. Et si vous voyez quelqu'un en master 1 déjà, ça c'est très rare, très, c'est un phénomène, c'est devenu rare. Les gens veulent plus de facture. Donc voilà un peu. Les gens veulent plus faire des sciences. Or, à partir de ces disciplines-là, on peut facilement devenir un spécialiste du bâtiment et génie civil. On peut facilement devenir un électricien. On peut facilement devenir un informaticien, un spécialiste de télécom. On peut devenir un mécanicien. On peut devenir un spécialiste de thermodynamique. Bref, les métiers aujourd'hui où vous voyez ce que je viens de citer, lorsque vous faites cette discipline-là, vous pouvez après choisir l'un de ces métiers. Si le constat aujourd'hui, il est fait que il n'y a pas d'enseignants, ça veut dire que nous allons avoir des problèmes dans les années à venir. Vous voyez un pays comme la Corée du Sud. Il y a un moment où c'est un pays qui n'était pas développé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un accent particulier qu'ils ont mis sur les sciences en fait. Les maths, les physiques, l'électronique, la mécanique, l'électricité, les télécoms, l'informatique. Voilà. Ils ont mis un accent particulier sur ces disciplines. Et vous avez vu, en termes de technologie, aujourd'hui, la Corée du Sud fabrique des machines, des appareils sophistiqués. Mais pour y arriver, ils ont mis un accent particulier sur l'innovation scientifique. Mais dans un pays comme le nôtre, en Côte d'Ivoire, déjà, on ne trouve même plus des gens qui sont prêts à enseigner les mathématiques et les physiques au collège, en passant par le lycée jusqu'au supérieur. On n'en trouve plus. Je vous assure, c'est une réalité. Même quand vous en trouvez qui enseignent les maths, les physiques au collège, au lycée et au supérieur, mais au bout de quelques années, vu l'atmosphère, l'enseignant même, il fait un concours professionnel ou bien il cherche une promotion ailleurs, il s'en va. Il n'y a pas de relève. Vous posez une question aux étudiants, est-ce qu'ils sont prêts à venir enseigner ces matières-là? Ils vous diront non tout de suite, ils ne sont pas prêts. Personne n'en veut. Si personne n'en veut, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Eh bien, dans les années à venir, il n'y aura plus d'enseignants en physique, en mathématiques. Et ceci est un problème. Ceci est un danger. Donc, il faut parer à cette situation-là au plus vite. Quelque chose doit être mis en place. Il faut mettre un plan en place pour encourager ceux qui sont dans ces filières-là. Il faut les encadrer parce qu'il nous faut des enseignants. S'il n'y a pas d'enseignants, dans les années à venir, ça va être compliqué. Il nous faut des spécialistes pour former. Le ministère de l'Éducation nationale peut faire le point statistique pour voir le nombre d'enseignants qui manquent en physique et en mathématiques sur toute l'étendue du territoire, du collège au lycée. Le ministère peut faire le point. Les gens verront ce qu'il en est. Le ministère de l'Enseignement supérieur également peut faire le point pour voir les enseignants qui manquent en physique et en mathématiques. C'est-à-dire toutes les spécialités qui sont rattachées au physique, il faut faire le point. Toutes les spécialités qui sont rattachées aux mathématiques, il faut faire le point. Et puis on verra.
Mais la réalité, les gens ne sont plus motivés, les gens ne veulent plus se fatiguer, les gens ne veulent plus s'emmerder. Mais il faut trouver un système, il faut mettre en place un plan spécial pour sauver la situation. Parce que si rien n'est fait, moi je vous assure, dans les années à venir, tout le monde va abandonner. Et si tout le monde abandonne, moi je ne sais pas si on va pouvoir arriver à un excellent résultat en ce qui concerne l'innovation scientifique ou bien même le développement du pays. Parce que regardez, beaucoup de grands chantiers que vous voyez sur toute l'étendue du territoire, malheureusement, il y a des postes où les gens font venir les compétences d'ailleurs. Les Chinois, eux, carrément, ils font venir les spécialistes depuis leur pays. Vous voyez? Bon, il y a d'autres également, d'autres entreprises qui font venir les spécialistes. Et si les compétences étaient en place? Maintenant, si les compétences même ne sont pas en place, il faut mettre un système en place de sorte que ces entreprises-là qui travaillent en synergie avec les grandes écoles publiques et les universités forment aussi des gens. Parce qu'il faut préparer l'avenir. Il est important de préparer l'avenir. Donc aujourd'hui, j'ai voulu m'appesantir sur le manque d'enseignants en mathématiques et en physique parce que il y a péril en la demeure comparativement à d'autres disciplines. Donc il faut que le gouvernement se saisisse de ce dossier-là pour regarder attentivement la situation, pour faire une analyse quantitative et qualitative sur le terrain, mettre les deux ministres en mission pour nous faire ressortir les chiffres qui manquent et aussi les besoins pour pouvoir développer l'innovation scientifique et la recherche également, c'est très important. Donc, c'est sur ce point que je voudrais m'arrêter aujourd'hui. Je vous remercie. Portez-vous bien et excellente journée à tous. Merci infiniment à Sundiata le concurrent qui a développé un sujet aussi important qu'utile et il a parlé en tant qu'homme expert, sinon en tout cas un bon connaisseur du domaine de l'enseignement. Et je crois que ce qu'il a dit ne nécessite pas d'explication. Et nous pensons très bien que le message sera arrivé à qui de droit. Je dis donc merci à tous ceux qui nous ont suivis en ce 10 février 2023. Ce fut un énorme plaisir et très certainement nous nous retrouverons demain. Merci beaucoup et excellente soirée à chacun et à chacune.